Henri Guénaud, qui est le seul ici qui doit se faire réélire, parce que c'est vrai que c'est... Oui, c'est pas ma préoccupation majeure. Non, enfin, c'est un métier. Non, c'est pas un métier. Non, oui, c'est vrai, j'ai eu tort de dire ça. Pour moi, c'est pas un métier. Edgar Morin a raison sur ce qu'il faut faire en Syrie, en Libye, etc. Et il a raison, on a un problème ponctuel qu'il faut régler. Et je voudrais répondre à Jacques Attali. Comme lui, j'aime bien les chiffres, mais Jacques Attali, en sciences sociales, comme en sciences économiques d'ailleurs, le chiffre objectif n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une vaste escroquerie intellectuelle. Il n'y a aucun chiffre objectif, il n'y a que des chiffres subjectifs. C'est vraiment le domaine où on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, prendre les critères qu'on souhaite pour faire dire n'importe quoi. Premièrement, on ne va pas avoir ce débat ce soir, il serait un peu long, mais je serais ravi de l'avoir un jour avec vous. Deuxième remarque, moi j'adore comme vous les grandes fresques historiques. Bon. Je pense qu'à l'échelle de l'histoire de l'humanité, la crise des années 30, c'est pas grand-chose. Mais à l'échelle de l'histoire du XXe siècle, je pense que c'est beaucoup, et à notre échelle aussi, c'est même énorme. Énorme. Et vous savez, vous avez dit la France porte le nom des envahisseurs, les Francs. Mais les grandes invasions, elles ont coïncidé avec l'effondrement de l'Empire romain, avec la fin de la Pax Romana, de la paix romaine, avec la fin d'une certaine idée de la civilisation, avec le début du Haut Moyen-Âge, où des hommes libres sont devenus des serfs. C'est pas anodin. Alors évidemment, à l'échelle de l'histoire, tout ça... Non, bien sûr, mais à l'échelle de l'histoire... Comme vous savez sans doute. À l'échelle de l'histoire... Mais non, mais c'est le contraire qui s'est passé. Tout ça a été effacé. Au moment de la chute de l'Empire romain, tout le monde est devenu romain. Les Francs sont devenus romains, tout le monde mais je sais, et les Francs sont devenus chrétiens. Oui. Donc c'est pas du tout la très bien. La fin de l'Empire romain n'est pas la barbarie, c'est exactement le contraire. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé quand l'homme libre, quand le citoyen est devenu un serf, il s'est rien passé. Pas du tout. Ils étaient des esclaves dans l'Empire romain. Jacques Attali, moi, je n'ai aucune envie de retourner au Moyen Âge. Je sais que c'est l'idéal. Non, mais c'est magnifique, je sais, mais moi j'ai aucune envie. Je pense qu'il y a beaucoup de Français par rapport à l'Empire romain, c'est tout. Il y a beaucoup de Français qui n'ont pas envie. Vous savez, quand les manants dont parle M. Ray se révoltent contre l'état de la société, contre les gouvernants, contre la démocratie, on sait ce que ça donne. Justement, on sait ce que ça donne. Ça n'a aucun rapport avec la conversation. Si, ça a un grand rapport avec la conversation. C'est que vous sous-estimez complètement le phénomène de désintégration de la société française à laquelle nous assistons. Vous pouvez me sortir tous les chiffres que vous voulez. Ne l'explique pas assez aux gens. Non, mais bien sûr, il faut expliquer aux gens que ça ne se désintègre pas du tout, qu'il n'y a pas un phénomène de désassimilation. Et si nous sommes en face de... Mais la pédagogie, c'est d'abord comprendre ce qui se passe. D'abord admettre que les angoisses et les peurs ne sont pas toutes complètement fantasmatiques, qu'elles ont des raisons d'être, qu'il se passe des choses dans la société française. Et votre rôle est de proposer des solutions. On a parlé de l'école. Regardez l'école d'aujourd'hui. C'est plus l'école assimilatrice d'il y a 30 ou 40 ans. Professeur d'université en Seine-Saint-Denis, à l'université, il ne faut pas dire qu'elle n'est plus du tout assimilatrice. Ça, c'est un discours. Non, c'est très assimilateur. Ça, c'est un discours qui joue la peur. Non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Tout ce qui se passe, c'est fantastique. De formidables jeunes femmes qui ont eu des doctorats, qui font de très belles carrières. Mais moi, j'en connais aussi. Alors, il faut arrêter de dire que l'école est dans l'échec total. Ah non, l'école, elle n'est pas en faillite. Mais c'est magnifique. Mais non, elle n'est pas en faillite. Eh bien, écoutez, c'est que très ce bien. soit difficile. Non, mais c'est très bien. Continuons comme ça. Continuons comme ça. On aura le fruit de nos cécités et de nos aveuglements. Voilà. Olivier Ray. On aura les populistes, on aura pire que ça. Alors Eugénie Bastier, il ne se passe rien, tout va bien. Mais non, le problème, c'est pas tout ce qu'on dit. Le problème, c'est que Jacques Attali a l'air de considérer que les hommes sont comme les marchandises et les flux financiers, que c'est un bétail interchangeable. Mais je suis désolée, c'est pas Erasmus, l'immigration, c'est des drames individuels. Et l'immigration n'est pas une chance, c'est un drame, c'est une tragédie. Et aujourd'hui, l'Europe qui s'est construite comme un espace commercial sur la dilution du politique, c'est-à-dire on renonce à la politique, on ne devient juste un grand supermarché où tout le monde peut circuler sans problème. Aujourd'hui, la politique revient, la tragédie revient, et la tragédie, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a que des mauvaises solutions. Et là, on va devoir choisir entre des mauvaises solutions. Et il n'y aura pas de bonne solution. Il n'y aura pas la solution qui va flatter notre conscience. Il n'y aura pas une solution de la libre compassion. Circulation. Et vous avez l'air de dire que c'est génial et que ça va être merveilleux, l'avenir de l'humanité, la mondialisation heureuse. On nous a sorti ça dans les années 90, mais c'est fini. Le vieux monde est de retour, monsieur Attali. Et le vieux monde est de retour. La réaction est de retour. Mais oui, mais c'est comme ça. Vous pouvez pas penser. c'est comme ça. Et vous pouvez continuer à faire vos prophéties, à dire
attendez. Ça va très bien se passer. J'ai jamais dit ça. Les gens sont des nomades interchangeables, c'est pas vrai. J'ai jamais dit ça du tout et vous caricaturez pour répondre à autre chose que ce que je dis. Je dis que nous assistons au retour de la fermeture, du refus qui a conduit en 1780, en 1910 et en 1939 à la guerre. Et je le vois, et ce que vous dites montre que dans les jeunes générations, il y a aussi ce retour, ce fantasme, ce retour du vieux comme étant présenté comme le neuf. Ce que vous appelez le réactif, c'est ce que j'appelle le vieux qui conduit à la catastrophe. Et quand la catastrophe est finie, on revient à l'ouverture et on revient à la construction d'un monde qui ne peut fonctionner que dans l'ouverture. La fermeture, c'est la guerre et la violence. On l'a connue des centaines de fois dans l'histoire et vous êtes en train de vous y précipiter. Laissez-moi terminer. Vous m'avez accusé de parler de nomades interchangeables. C'est absolument pas ce que je dis. Je dis au contraire que où nous sommes ouverts aux uns et aux autres, aux idées des autres, à ce qu'ils nous apportent, où nous nous fermons, et si nous nous fermons, c'est la guerre. Inévitablement, c'est à ça qu'on conduit. Le déclin, en passant, est la guerre. L'ouverture que nous avons construite en Europe, l'ouverture que les nations construisent en particulier par les ports, par le mouvement, par les échanges, par les artistes, par les musiciens. Vous aimez écouter autre chose que la musique française. Très bien, continuez. Sinon, vous ne continuerez pas et vous n'aurez droit qu'à la musique fermée dans un certain domaine. C'est ça que nous voulons aujourd'hui éviter. C'est de créer les conditions de continuer à penser le monde globalement et à le vouloir globalement parce que nous apprenons des autres. Et la construction européenne, qui est une construction politique et non pas technocratique ou de marché, comme vous le dites, qui est une construction politique, qui se construit progressivement, peu à peu, qui a un Parlement, qui aura bientôt un gouvernement, qui aura progressivement une armée. C'est ça la réalité. Monsieur Attali, quand je suis né en 1991, ça fait déjà 10 ans que vous conseillez M. Mitterrand. Et ça fait 30 ans que vous dites la même chose et ça ne marche pas. Ça avance dans la bonne direction. Vous êtes... Non, c'est pas vrai. Mais si, parce que vous voulez reculer. Mais pas du tout, ça avance dans la bonne direction. La monnaie, bien sûr, on ne fera pas un débat sur l'Europe ce soir. La crise grecque est un énorme progrès dans la construction européenne. Énorme progrès dans la construction européenne. Là, on aura entendu quelque chose ce soir. Énorme progrès. Et qui malheureusement ne pourra pas être développé ce soir, mais Olivier Ray et Pascal Manoukian. Je voulais dire un tout petit mot. Je trouve que c'est un peu dommage que dans le débat autour de ces questions en France, aucune place pratiquement ne soit donnée aux voix dissonantes qui viennent d'Europe centrale et orientale. Les 4 pays notamment qui ont refusé l'accord. Et alors là, on voit bien justement ce dont je parlais, c'est-à-dire que la disparition, ou disons sinon la disparition, mais enfin disons l'affaiblissement de certaines frontières n'aboutit pas à un monde sans frontières, mais à un monde où se durcissent d'autres frontières. Et par exemple, il y avait ces pays qui étaient rentrés dans l'Union européenne et on se disait que tout ça, ça allait faire un grand ensemble harmonieux. Et en fait, à l'occasion de cette crise, ce que l'on voit, c'est une nouvelle frontière apparaître qui sépare certains pays à l'intérieur de l'Union européenne. Mais ça, il y a eu un malentendu entre l'Europe occidentale et l'Europe centrale et orientale qui est ancien, puisque déjà à l'époque de 68, par exemple, il y avait eu une tendance à amalgamer ce qui se passait en Europe occidentale et, par exemple, à Prague, alors que c'était quelque chose de tout à fait différent. Dans le quartier latin, on disait cours camarade, le vieux monde est derrière toi », alors que ces pays-là, à travers les manifestations de cette époque-là, cherchaient à renouer le fil d'une histoire qui avait été rompue par la parenthèse communiste. Et le même malentendu se recrée aujourd'hui. Et puis la dernière chose que je voulais quand même signaler, moi, j'ai été extrêmement effrayé. Et là, justement, parce que j'ai commencé en parlant de l'impréparation dans laquelle nous étions face à ces afflux d'immigrés. Donc là, on peut penser à l'étape suivante, que quand il y aura une nouvelle crise, on ne se retrouve pas exactement encore dans la même situation de devoir mettre des rustines dans l'urgence. C'est un article qu'a publié Boualem Sansal à propos de l'Algérie récemment, dont il redoute qu'elle entre en convulsion après la mort de Bouteflika. Et voilà ce qu'il écrit. « Rendez-vous compte qu'en s'effondrant, ce pays immense entraînera tout le Maghreb et le Sahel au fond de l'abîme, et le tsunami qui suivra arrivera jusqu'à la Manche. Aurez-vous seulement le temps, mes amis, de vous mettre à l'abri sur les montagnes? Je vous le dis franchement, je crains pour vous. Vous me semblez si peu préparés, pour ne pas dire indolents. Je ne sais pas trop non plus si vous vous rendez compte que vos gouvernants, qui sont d'une pusillanimité indescriptible, vous poussent carrément dans le cauchemar. Voilà, Sansal, il faut juste le rappeler, c'est un écrivain dont le dernier roman est d'ailleurs sur la liste du Goncourt. Qui a publié très récemment, 2084. Qui est sur la liste. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui, justement, ne peut pas difficilement être accusé, si vous voulez, d'être complètement retardataire et qui nous donne quand même un avertissement. Alors, qu'est-ce qu'on fait
avec ce que nous dit Boualem Sansal. Béatrice Gibelin et Pascal Manoukian. Oui, je comprends très bien l'inquiétude de Sansal en étant en Algérie. On voulait lui donner un prix, le prix Brienne de géopolitique, et il faut être présent pour l'avoir, et il ne pouvait pas quitter l'Algérie. Donc on est bien conscient des difficultés qu'il a. Mais il faut faire attention à la gestion des temps. Je reviens sur ce qu'on disait à propos de l'Europe. Je ne nie absolument pas des formes de nationalisme. On voit bien avec la Catalogne, puisqu'il va y avoir des élections prochainement. Et il y a une certaine forme, on va utiliser ça pour essayer de donner à penser qu'un petit chez-soi, indépendant, ça serait mieux que d'être dans l'Espagne. Et il y a des déclarations qui disent on en souffre déjà depuis des siècles, donc cette fois-ci, ça va être la bonne fois. Donc on voit bien qu'on a un nationalisme qui est présent, et cette idée que l'entre-soi, on s'en sortira mieux. Suicidaire, voilà, qui a déjà conduit plusieurs fois l'Europe au suicide. L'entre-soi, mais si on garde la protection de quelque chose d'un peu plus large quand même. C'est les Écossais, c'est les Catalans, ils veulent quand même rester dans l'Union européenne. Donc, mais ce projet que moi j'appelle géopolitique de la construction de l'Union européenne est un projet qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire. On n'est pas du tout sur le modèle de l'Empire, c'est totalement autre chose, et qui va demander du temps. Et là, je ne suis pas toujours d'accord avec Jacques Attali, mais je pense que les crises, quand on arrive à les dépasser, on avance, on est dans le bon chemin. Pour avoir travaillé sur l'extrême droite et pour travailler sur l'extrême droite en France, je sais bien que la chose est extrêmement difficile. Mais là où la responsabilité des politiques est très grande, c'est quel discours tiennent-ils par rapport à ça? Est-ce qu'on participe de la peur et du coup on tient un discours où on se fait entendre pour éviter au fond de perdre la main sur un électorat, ce qui est le cas à la fois des partis de droite, mais ce qui est aussi le cas d'une certaine façon des partis d'extrême gauche, voire même d'une partie aujourd'hui, je veux dire, le lien entre souverainistes. Il y a là quelque chose qui se passe qui est quand même tout à fait préoccupante d'une certaine façon, avec un retour sur une... Et c'est pour ça que je préfère parler de souverainisme que de nation, parce que les nations ont été source d'indépendance nationale, de liberté, et donc c'est à la fois quelque chose... Et une nation peut être solidaire. Donc la difficulté, c'est comment penser la nation aujourd'hui pour qu'elle reste solidaire et accueillante, et non pas pour se fermer sur elle-même. Et c'est la question de la confiance en soi. Mais la confiance en soi, le rôle des politiques est très important. Une situation économique plus favorable y aide aussi. C'est une guerre des classes, on en revient là. Mais la lutte des classes, je veux dire, elle n'a pas disparu, non ? Ah ben non, mais justement, mais ce que vous décrivez, là, ça nous promet une lutte des classes absolument terrible. Pas forcément. Si. Pascal Manoukian. Il sera dur. Juste pour revenir sur les 4 pays européens qui refusent d'accueillir des clandestins, ce sont des pays qui ont supplié pour rentrer dans l'Europe. Ils ont bénéficié de toute la générosité de l'Europe. Et ils se seraient mis à genoux pour rentrer dans l'Europe. On a boosté leur économie. Aujourd'hui, il y a d'autres gens qui veulent rentrer dans l'Europe. Pas des millions, pour l'instant, il y a 200, 300 000 personnes. Et ils leur refusent cette même générosité. Et quand il s'agit de faire respecter des accords signés par les Grecs, par exemple, en matière d'endettement, on leur tord le bras jusqu'à les mettre à genoux. Et là, on laisse accueillir 100 réfugiés chrétiens par la Tchéquie ou 350 choisir. Enfin. Eugénie, si je peux me permettre, ça me rappelle une phrase de Camus qui disait on ne peut pas juger les choses en général. Et la dernière chose qu'on peut juger en général, c'est bien une nation. Et dire qu'une nation est généreuse ou égoïste ou altruiste, ça n'a aucun sens. Une nation suit son intérêt. Et il se trouve que dans l'Union européenne, il y a des nations qui ont des intérêts différents. L'Allemagne, aujourd'hui, n'est pas altruiste. Merkel n'est pas altruiste. Elle suit son intérêt. Le patronat allemand l'a convaincue de le faire. Oui, tout à fait. Donc, elle est d'un cynisme absolu. Elle est d'un cynisme absolu. Et donc, dire qu'il y a des pays qui sont généreux et des pays qui sont altruistes, c'est une aberration. Il y a des gens qui sont généreux et des gens qui sont altruistes. En France, il y a des gens qui sont altruistes et des gens qui sont généreux. Mais personne. Vous avez dit, si vous avez dit, je dis que quand on a bénéficié d'une générosité pour rentrer, quand on en a supplié pour rentrer dans l'Europe et qu'on a bénéficié d'une générosité. J'ai écrit que la Hongrie était scandaleuse parce que la Hongrie a dit, ce que d'ailleurs, curieusement, on n'a pas mentionné parce que c'était une sorte de non-dit dans cette émission, c'est la place de l'islam dans ces mouvements. La Hongrie a dit noir sur blanc, un musulman, M. Orban a dit noir sur blanc, un musulman ne peut pas être compatible avec la démocratie.
Ça, j'estime que c'est une phrase qui est contraire aux droits de l'homme et que cette phrase doit conduire, si elle est approuvée par un gouvernement, à l'exclusion de la Hongrie de l'Union européenne. Et je suis pour qu'on fasse jouer l'article 7 et qu'il faut réfléchir à la sortie de la Hongrie plus qu'à la sortie de la Grèce, qui a fait d'énormes efforts, d'immenses sacrifices, et qui, évidemment, a toute sa place dans l'Union européenne. Mais la Hongrie dit des choses qui sont contraires aux droits de l'homme, et en effet, la Hongrie, qui est un peuple magnifique, etc., comme la Pologne, etc., ont en effet bénéficié, et j'ai eu l'occasion d'être placé là pour le voir, formidablement, ils me font penser à cette phrase de Groucho Marx, je ne vois pas pourquoi je serais membre d'un club qui m'accepterait comme membre. C'est-à-dire, à partir du moment où on est rentré quelque part, on ne veut plus personne. Non, il faut dire aux Polonais, votre intérêt bien compris à long terme, c'est que la Russie soit dans l'Union européenne. Parce que je crois que c'est l'intérêt de la Hongrie, de la Pologne, que la Russie soit dans l'Union européenne. Et non pas que la Pologne soit à la frontière. Et la Turquie aussi, c'est leur intérêt, évidemment. Le monde entier, d'ailleurs. Voilà. Non, tous ceux qui sont européens. Il nous reste quelques minutes, je vais en donner une à chacun pour conclure. Edgar Morin. Écoutez, on s'est promené maintenant du côté de l'Europe. Moi, je considère que l'Europe est en crise aujourd'hui, que le cas de la Hongrie, c'est une sorte de régime néo-hortiste qui recommence, et c'est un exemple fâcheux. Et il y a la Roumanie et d'autres. Je pense que bon, il faudra parler de l'Europe une autre fois, j'espère. Non, ce que je crois, moi je crois que la qualité de notre débat, c'est qu'on ne s'est pas enfermé dans cette question de ces réfugiés fugitifs. Mais peut-être l'erreur de ce débat, c'est qu'on a un peu trop débordé dans tous les sens, dans l'Europe, le problème général des migrations. Encore que je pense qu'il fallait contextualiser et que c'est bien, mais peut-être on a excédé, on a un peu oublié le sujet pathétique, immédiat, tragique de ces gens-là qui continuent à affluer. Et je pense qu'il faut entretenir cette réaction. Il faut que l'humanité, le sentiment d'humanité soit plus fort que la peur et que l'angoisse. Pascal Manoukian. Moi, je pense qu'aucun mur n'arrêtera le désespoir des gens qui viennent ici. Et je ne pense pas que des gens viennent ici par plaisir ou profiter d'un système social. Alors, bien évidemment, il faut régler les problèmes à la source. Alors, avec une guerre ou pas, je n'ai pas d'avis, mais je pense que si vous déclenchez une guerre, ça va faire un autre afflux de réfugiés parce qu'elle va durer sans doute beaucoup plus qu'une semaine, 1 mois, 2 ans, 3 ans. Donc, ça ne va pas non plus régler le problème. Mais de toute façon, le problème de l'accueil ne se pose pas. Nous allons être obligés de vivre ensemble et obligés de les accueillir parce qu'effectivement, ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Henri Guénaud. Oui, deux remarques. Effectivement, on a beaucoup contextualisé, peut-être un peu trop, mais quand même, je veux dire, la question européenne, elle est posée. Je ne peux pas partager l'avis de Jacques Attali. Non, ce n'est pas une réussite, c'est un échec total. C'est un échec économique, c'est un échec politique. Et oui, c'est une entreprise de dépolitisation et de dénationalisation. Bon, mais essayez de tuer les nations de cette façon et vous aurez le nationalisme. Vous aurez le nationalisme des nations qui résisteront et vous aurez le nationalisme des grandes provinces, des grandes principautés de jadis, retour au Moyen-Âge. Bon, on va éclater vous croyez qu'en faisant éclater l'Espagne, l'Italie, on va faire un grand progrès dans la démocratie, la liberté. Vous allez voir, cette Europe, elle va se fracturer, se fractionner. Effectivement, elle va se fermer, elle va se raidir. Et on sera passé d'un projet soi-disant de civilisation et de liberté à une réalité de sauvagerie et de barbarie. Voilà. Et le vrai problème aujourd'hui, on débattra de l'Europe à un autre moment, l'Europe n'a aucune réponse apporter au problème des réfugiés. Et il faut maintenant que les nations européennes prennent l'initiative et aillent soigner le mal à la racine. Et si on ne va pas soigner le mal à la racine, je disais tout à l'heure, je ne suis pas sûr que les réfugiés partiront, mais si, parce que une fois que le régime syrien sera tombé, ils iront au Liban, ils iront en Jordanie, ils iront dans les États du Golfe, et tout ça va provoquer un ébranlement de population terrible. Vous croyez que le Liban va résister longtemps avec 1,5 million de réfugiés sur le sol libanais. Donc voilà, par définition d'autres réfugiés, c'est ça que je voulais vous dire. Oui, mais il arrive un moment, on a fait beaucoup de guerres absurdes, qui sont à l'origine de beaucoup de nos maux aujourd'hui, mais là, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Vous n'arrêterez pas l'État islamique autrement qu'en lui faisant la guerre et en l'éradiquant. Nous avons eu un choix au début, c'était de soutenir la résistance démocratique syrienne qu'on n'a pas suivie. Mais si, on l'a fait, on les a armés, et les islamistes les ont battus, ont pris leurs armes. Voilà, Eugénie Bastier. Monsieur Guénaud dit qu'il faut traiter le problème à la racine. Pour conclure, je dirais
cette phrase de Simone Veil que j'aime beaucoup, l'enracinement est le plus grand besoin de l'âme. Et je crois que le défi du XXIe siècle, c'est le déracinement. Et qu'il faut prendre en considération que les êtres humains sont des êtres enracinés et qu'ils ont besoin de rester sur leur terre. Et ce qu'il faut, c'est avant tout aider les gens à rester là où ils sont et pas du tout prôner comme une chance ou un avantage quelconque le fait qu'ils doivent se déplacer. Et l'exode n'est pas l'avenir du XXIe siècle. Voilà. Olivier Ray. Écoutez, je dirais que quand on regarde l'histoire des derniers siècles, on s'aperçoit que l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, puis au XIXe siècle, la France et l'Angleterre se sont lancés dans la conquête d'empires mondiaux totalement gigantesques par rapport à la métropole qui lançait cette initiative, et que cette démesure a eu son châtiment qui a été l'effondrement de ces empires. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a aussi certaines personnes qui croient que l'inverse de la démesure, c'est la démesure inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de penser que justement face à cette démesure qu'il y a eu au temps des grands empires coloniaux, il faudrait retrouver une certaine mesure, eh bien on va persévérer dans la démesure simplement en inversant le signe et donc finalement en disant non, maintenant c'est plus nous qui allons envahir le monde, c'est le monde qui va venir chez nous, et je pense que c'est autant une erreur d'un côté que de l'autre. Lakatsali. Pour moi, la grandeur de la France, ça a toujours été de se construire en accueillant les autres. Et c'est même, je crois, sa marque de fabrique, son identité. Depuis, je pense à la phrase de Sébastien Pott, le chancelier de Bourgogne, qui, battu par Louis XI, aux États généraux qui ont suivi, quand la Bourgogne est en France, est nommé par Louis XI Premier ministre de France et commence son discours par « nous, habitants du royaume, formant l'intégralité des citoyens de France ». Je crois que c'est ça la France. C'est le fait d'être une nation qui s'ouvre et qui se construit dans cette recréation permanente de l'humanité. Et c'est en cela que la France est universelle, et c'est en cela que je crois qu'elle porte mieux que personne le modèle de l'avenir, et c'est je crois ce qu'elle peut apporter de meilleur temps à la construction européenne, qui à mon avis est le grand avenir pour nous tous, car sans l'Europe, le modèle français disparaîtra, et sans l'Europe, la construction d'une organisation civilisée de la planète disparaîtra, et nous allons aller au XXIe siècle vers des guerres d'une extrême violence si nous ne sommes pas capables de réussir le projet européen. Béatrice Gibelin, dernier mot. On peut peut-être en faire une autre. Je pense que c'est ce que je disais quand la nation française doit continuer à s'adapter. C'est-à-dire non pas à se fermer, mais à continuer à accueillir, à intégrer ce qu'elle fait peut-être imparfaitement, mais ce qu'elle continue à faire. Et pour le moment, c'est vrai que la proportion apparemment de réfugiés sont attirés par l'Allemagne où il y a de l'emploi, alors qu'en France, ils ont l'impression que ça sera plus difficile. Mais je reste absolument convaincue qu'on a les moyens de le faire, on peut s'en donner les moyens, et que l'importance du discours politique dans la façon d'accueillir est absolument fondamentale, et c'est leur responsabilité. Je vous remercie tous les 7 d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. On se quitte avec Feu Chatterton. Leur premier album sortira le 16 octobre. Ils nous interprètent en avant-première ce soir Boeing. Les garçons, c'est à vous. Jungle d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen de laine. Que cache ton immensité? Que cache ton immensité? Bête de tôle, mais lesquelles qui craignent quand siffle le nickel au ciel? C'est drôle non plus de densité. C'est drôle non plus de densité. Boing, boing, tes mouvements lents sont de majesté. Boing, boing, boing. Est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penches
d'azur, aux arbres pour passer l'ennui, l'ennui. Dans de têtes des nuésures, chimères, ces fantômes peuplent ta cité. Leur jardin suspendu aux heures du jour, ta forêt de vapeur a pris notre monstre électricité. Notre monstre électricité. Boing, boing, à tout mouvement l'ensemble de majesté. Boing, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses, boing, boing, à tout mouvement l'ensemble de majesté. Boing, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses. Gauche à l'est, gauche à l'est, enfin comme un vieil éléphant, enfin, gauche à l'est, enfin comme un vieil éléphant, enfin comme un vieil éléphant. Boing, boing,